Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour poursuivre donc l'étude des régions de l'épaule. Nous avons vu l'articulation scapulo-humérale dans le contexte des articulations de l'épaule. Nous avons vu la région pectorale en avant, la région scapulaire en arrière, et nous allons maintenant voir une région profonde qui est la fosse axillaire, ce qu'on appelle aussi classiquement le creux axillaire. C'est une des régions classiques de cours d'anatomie considérées comme assez complexes, ceci parce que c'est tridimensionnel et que nous allons y trouver le plexus brachial, plexus nerveux pour le membre supérieur. Nous pouvons ici faire un tout petit schéma des régions superficielles avec la région de l'acromion, ici la clavicule, son extrémité médiale qui est renflée. Nous trouvons les contours de la région du cou. Puis nous allons trouver ici les contours de la région deltoïdienne et du bras. Puis nous allons trouver les contours du tronc. Sur le plan des reliefs externes, nous voyons un sillon qu'on appelle le sillon deltopectoral. Sillon deltopectoral qui est placé entre le deltoïde et le grand pectoral, dont on voit ici le bord inférieur qui vient être plus ou moins marqué, suivant les individus, la région mamelonnaire ou la glande mammaire chez la femme. L'ombre ici du chef sternal du sternocléidomastoïdien, le chef claviculaire, ici le trapèze qui contourne les éléments. Lorsque le bras est le long du corps, cette fosse axillaire correspond quasiment à une fente. Et ce n'est que quand on a le bras en abduction qu'on va avoir le plein développement de ce creux axillaire et avec une base qui va apparaître. Sinon, ici, ce n'est qu'un sillon. Donc, pour voir bien le creux axillaire et l'explorer sur le vivant, il faut écarter le bras en abduction. Et là, vous allez pouvoir passer entre les parois, par le plancher, pour voir les différents éléments. Nous allons voir tout d'abord les parois, comme pour toutes ces régions, comme pour le trigone fémoral, ces parois et ensuite le contenu. Les parois, nous allons voir qu'il y a une paroi antérieure qui est la région pectorale et une paroi postérieure qui est la région scapulaire. Et nous allons pour cela faire une coupe sagittale. Et c'est une révision en quelque sorte de ce que nous avons vu en le prenant spécifiquement pour la fosse axillaire et en voyant et la région antérieure et la région postérieure dans leur globalité. Nous pouvons commencer ici par la région postérieure. Région postérieure, nous allons trouver la plaque scapulaire avec la fosse subscapulaire qui est déprimée ici vers l'avant. Puis ce sera la fosse supraépineuse, l'épine de la scapula qui s'insère quasiment perpendiculairement, et puis la fosse infraépineuse. Ceci d'un point de vue osseux, l'épine de la scapula, os plat, donc de l'os cortical autour, de l'os spongieux mince au centre. Puis nous allons pouvoir placer comme autre élément osseux en avant la section de la clavicule. Section de la clavicule, ici, os allongé avec un canal centrodiaphysaire et de l'os cortical autour, section de la clavicule. C'est donc une coupe sagittale et l'avant est ici à droite et le haut. Nous pouvons maintenant placer les muscles que nous connaissons. Ce ne sera pas obligatoirement les mêmes couleurs que ce que nous avions fait, mais l'essentiel est de pouvoir se repérer sur les différents muscles. Nous allons trouver dans la fosse supraépineuse le muscle supraépineux. Muscle supraépineux avec chaque fois, nous l'avons dit bien sûr, un fascia, enveloppe fibreuse, que nous ne représentons pas à chaque fois, mais qui existe et que l'on sent notamment lors d'injection. Voici ici le muscle supraépineux. Muscle abducteur, c'est celui qui est rompu dans les rupture de la coiffe des rotateurs. Supraépineux, fosse supraépineuse. Ensuite, nous allons trouver en dessous le muscle infraépineux qui occupe la presque totalité de la fosse infraépineuse, ici. Muscle infraépineux,
qui vient se terminer aussi sur le tubercule majeur, sur la facette intermédiaire, avec là également un fascia. Et enfin, en dessous, nous allons trouver le muscle petit rond qui s'insère ici à la partie basse et qui viendra se terminer sur le tubercule majeur, sur la facette inférieure. Voici ces trois muscles qui s'insèrent sur le tubercule majeur de l'humérus, supraépineux, infraépineux et petit rond, avec également de nouveau un fascia ici autour. Le grand rond s'insère en dessous, mais plus latéralement, donc on ne le voit pas sur cette coupe, il est déjà ici sectionné. Donc nous allons trouver en dessous le muscle grand rond, ici, muscle grand rond. Donc il y a à la section un aspect relativement circulaire, d'où son nom. Muscle grand rond, qui est maintenant déjà séparé de la scapula, muscle grand rond. Et sous le muscle grand rond, s'entourant de façon spiralée autour de lui, nous trouvons le muscle grand dorsal, qui vient faire un tour de spire. Il était d'abord en dessous et en arrière, et son tendon va finalement se placer en avant. Voici le grand dorsal qui fait son tour de spire autour de la partie inférieure du grand rond. Donc ici, le grand dorsal, qui est une nappe extrêmement étendue en périphérie du tronc, mais qui se rétrécit fortement ici, vers sa terminaison, pour avoir un tendon qui finalement ne sera pas plus gros que celui du grand rond globalement. Grand rond, grand dorsal. L'ensemble ici est réuni, bien sûr, toujours, on a des tissus fibreux, et nous avons une continuité des fascias de chaque muscle avec le périoste et avec des éléments fibreux intermusculaires. Ces éléments, on ne les représente pas toujours, mais bien sûr, ils existent systématiquement et on les voit, bien sûr, en imagerie. Paroi postérieure que voici et la face antérieure de la scapula, ici tournée vers la gauche, qu'on appelle la fosse subscapulaire, qui va répondre en avant aussi vers le thorax, comme on le reverra, eh bien, sera occupée par le muscle subscapulaire. Muscle subscapulaire, c'est la fosse subscapulaire, subscapulaire sous la scapula, donc le nom est ici logique. Voici ce muscle subscapulaire, qui sera aussi un des muscles de la coiffe des rotateurs. On le décrit unique ici, mais il a plusieurs faisceaux. On pourrait rester 1 heure rien que sur l'anatomie du subscapulaire ou de chacun des muscles. Voici ici le muscle subscapulaire, donc, que nous avons vu, forme triangulaire, qui vient converger vers sa terminaison, tendon, qui se termine sur le tubercule mineur de l'humérus, et c'est le seul muscle qui se termine sur le tubercule mineur. Ceci, c'est la région scapulaire que nous avons vue. Qu'est-ce que nous allons trouver aussi vers l'arrière? Appendu au bord inférieur de l'épine, nous trouvons l'origine du chef scapulaire, ici spinal, du deltoïde, qui vient recouvrir en partie la région et avec un bord inférieur libre, comme nous l'avons vu, et une petite fenêtre, on l'avait vu, entre deltoïde et grand dorsal notamment, où l'on voit les muscles plus profonds de la région scapulaire. Puis, vers le haut, nous allons trouver le muscle trapèze. Muscle trapèze qui, lui, s'insère sur le bord supérieur de l'épine de la scapula. Et ce muscle trapèze, nous l'avons vu, vient par les fibres les plus supérieures qui s'insèrent sur la ligne nucale supérieure, vient former des fibres spiralées qui vont venir se terminer en avant sur le bord supérieur, bord supérolatéral de la clavicule. Voici ici ce muscle trapèze qui recouvre l'ensemble et qui est très charnu, ce qui fait, c'est une nappe mais très charnue, ce qui fait que quand on pince ici ce bord latéral du cou, voilà, le trapèze est là. Quand on pince ici cette région, on a une double épaisseur de trapèze en avant et en arrière. Et donc c'est ici comme une coiffe qui vient dominer cette région vers le haut. Muscle ici
trapèze avec un système chaque fois de fascia. Je n'y reviens pas sur cela, c'est un fascia relativement fin. Nous arrivons maintenant à la paroi antérieure. La paroi antérieure, c'est-à-dire c'est la région pectorale. Cette région pectorale, nous l'avons vu, ce sera en superficie le muscle grand pectoral, qui est donc un muscle important, qui vient présenter une partie basse plus épaisse parce qu'il y a un tour de spire des fibres sternocostales supérieures et sternocostales inférieures. Et nous voyons ici le chef claviculaire au bord inférieur de la clavicule. Le muscle s'épaissit progressivement du haut vers le bas jusqu'à ce bord inférieur libre que l'on peut palper sous la peau avec ces fibres qui sont spiralées et donc une double épaisseur de fibres. Voici ici le muscle grand pectoral qui a une forme triangulaire avec un sommet latéral, terminaison sur la lèvre latérale du sillon intertuberculaire. Voici ici le muscle grand pectoral qui a un fascia relativement épais et important, qui fera une limite d'ailleurs très significative dans les envahissements des cancers du sein. Est-ce que le fascia est intact ou non? Et sinon, il faut emporter effectivement le grand pectoral dans la mastectomie. Voici le fascia du grand pectoral. En avant, c'est le plan cutané. Et donc, dans ce plan cutané, la graisse sous-cutanée. Et chez la femme, ce sera la glande mammaire que l'on étudie dans un autre cours classiquement. Voici ici le plan cutané. Donc, plan cutané ici du haut de la région. Donc, c'est une coupe sagittale. Voici ici le plan cutané de la région pectorale. Chez la femme, il y aurait la glande mammaire. Et nous arrivons ici au bord inférieur libre de la région. Voici toujours ce plan cutané de cette coupe, ici. Maintenant, le plan cutané de la région scapulaire. Et nous allons tomber, là aussi, sur un bord inférieur libre en arrière. Sur la paroi antérieure, nous trouvons un deuxième plan. Ce deuxième plan est constitué par le muscle subclavier, qui est un muscle atrophique, tendu entre la première côte et la clavicule, le bord inférieur de la clavicule, muscle subclavier, qui est ici vraiment atrophique et que nous voyons sous la clavicule, d'où son nom subclavier. Puis nous avons vu que le deuxième plan de cette région pectorale est formée par le muscle petit pectoral, qui est ici une lame musculaire aplatie, donc 3 chefs, 3e, 4e, 5e côte, et avec des fibres qui remontent vers le haut et le dehors pour se terminer sur le processus coracoïde. Ici, muscle petit pectoral. Nous avons vu également dans cette région pectorale qu'il y avait un fascia qui va être tendu entre les différents muscles. C'est tout d'abord bien sûr le fascia de chacun des muscles, fascia ici du muscle subclavier, fascia du muscle petit pectoral, et entre les deux, nous trouvons le fascia clavipectoral. Fascia clavipectoral. Ce fascia clavipectoral se prolonge sous le petit pectoral et latéralement par le fascia pectoro-axillaire, dont le bord inférieur est libre, comme nous allons le redire et le revoir. Donc ici, nous avons bien la région pectorale, la peau, le fascia du grand pectoral, le grand pectoral, et ici cet ensemble, muscle subclavier, fascia, petit pectoral, fascia. C'est le fascia clavi-pectoro-axillaire. Voilà la paroi antérieure et la paroi postérieure. La paroi supérieure est plus ou moins limitée suivant le niveau. Quand on est latéral, on sera déjà sur la tête. Et cette paroi supérieure est ici formée par le muscle trapèze. Nous pourrions rappeler éventuellement qu'il y a vraiment un fascia sur tous les muscles. On le fait rarement, on peut le faire ici. Et l'ensemble est relativement artificiel puisque tous les fascias et tous les tissus fibreux se retrouvent fusionnés les uns avec les autres
pour former des couches fibreuses qui seront autant de plans importants pour les gestes chirurgicaux et les voies d'abord. Voici ici donc ces parois, et sur cette coupe sagittale, il nous reste à voir quoi? Il nous reste à voir la paroi inférieure. Cette paroi inférieure, lorsque l'on a les bras pendant le long du corps, c'est quasiment simplement un sillon, et quand j'écarte, nous aurons une base, c'est le plancher de la fosse axillaire ou du creux axillaire, c'est ce qu'on appelle aussi l'aisselle ou pli de l'aisselle. Et ce sera là une région qui sera purement cutanée. Vous voyez que la paroi antérieure descend moins bas que la paroi postérieure, et ici, nous allons avoir cette région cutanée qui est concave vers le bas de manière générale. C'est pour cela qu'on parle de fosse axillaire, anciennement creux axillaire, fosse axillaire étant le terme officiel, fossa en latin, fosse axillaire. Alors, vers le bas, c'est uniquement la peau et un fascia, comme toujours, qui va être ici un fascia subcutané qui vient réunir en forme d'arc le bord inférieur du fascia du grand pectoral et en arrière le bord inférieur du fascia du grand dorsal, donc un fascia. Et la partie inférieure, le bord libre ici du fascia clavi-pectoro-axillaire, eh bien, vient rayonner ici vers la peau et vers ce fascia, formant ce qu'on appelle classiquement le ligament suspenseur de l'aisselle. C'est ceci qui fait que la peau se maintient vers le haut, sinon elle pendrait vers le bas. Ligament suspenseur de l'aisselle, c'est la portion inférieure libre du fascia clavi-pectoro-axillaire. Voici donc pour ces parois antérieures, postérieures. Si l'on regarde les éléments sur un membre qui serait en abduction, eh bien, nous aurons une forme globalement qui sera, ici la clavicule, très schématiquement, l'acromion, ici les contours du cou, la nuque. Ici, nous allons représenter la région deltoïdienne, le bras, le bord latéral du thorax, le bord inférieur du grand pectoral, avec plusieurs formes suivant les gens. Il y a des gens chez qui c'est très en arc de cercle et d'autres chez qui ce bord inférieur est presque droit. Et nous pouvons représenter la fosse axillaire en profondeur comme une pyramide qui aurait un sommet qui est à peu près à mi-largeur de la clavicule. Et cette pyramide a un bord latéral qui va répondre à l'humérus, au coracobrachial, et va avoir une face médiale qui viendra correspondre au thorax, comme nous allons le revoir. Donc ici, c'est une forme de pyramide triangulaire, et la base ici de la pyramide, c'est la peau ici de la région axillaire. Le sommet est donc très réduit, suivant le niveau, correspondra à peu près au milieu de la clavicule, et en dedans, nous aurons les contours du thorax, qui est plus large en bas qu'en haut. Donc voici ici les contours du thorax qui viennent former la paroi médiale de la fosse axillaire. Donc la fosse axillaire est placée entre la paroi latérale du thorax et l'humérus latéralement. Paroi antérieure, paroi postérieure que nous venons de voir. Plus on est en abduction, et bien sûr, plus la base est importante. Nous allons, pour comprendre ces parois, et notamment comprendre la paroi médiale, nous allons faire une coupe horizontale. Là aussi, ce sont des coupes qui sont souvent de type très schématique, mais qui sont importantes pour comprendre la plupart des éléments. Nous allons faire une hémicoupe, ce sera un côté droit comme on le fait classiquement, c'est une orientation internationale, c'est-à-dire que nous allons avoir la tête qui sera derrière le tableau, et les pieds qui seraient vers vous. Nous allons trouver en arrière une section d'un corps vertébral thoracique avec le corps, classiquement
cordiforme au niveau thoracique, un foramen vertébral qui est circulaire, et ici très schématiquement les régions des processus transverses, lame et processus épineux, c'est ici très schématique. Nous allons trouver bien sûr des départs costaux avec la remarque qu'il y a une gouttière vertébrocostale, et donc il y a là bien un creux, gouttière vertébrocostale, qui va aussi former une gouttière pour le poumon, gouttière pulmonaire. Et nous trouvons ici des sections successives de côtes, donc étudiées avec les parois du thorax. Voici ici ces côtes, et vers l'avant, ceci nous mènera au sternum, par exemple ici du corps du sternum. Donc voilà cette coupe axiale du thorax au point de vue osseux, en notant qu'il y a là, vous voyez, une gouttière en arrière de la face antérieure du corps vertébral, c'est la gouttière pulmonaire, et qu'il y a ici une gouttière vertébrocostale entre le processus transverse qui part vers l'arrière et le processus épineux. Voilà d'un point de vue osseux, quand on regarde une coupe, que ce soit en scanner, en IRM ou en travaux pratiques, on commence toujours avec méthode, les os, les muscles, et ensuite parois et contenu de la région. Nous allons trouver latéralement la section de l'humérus qui sera à peu près ici à mi-hauteur, à mi-largeur de la région, et cet humérus présente à sa face antérieure un sillon ou gouttière, qui peut exagérer ici, qui est le sillon intertuberculaire, qu'on appelle aussi sillon bicipital ou coulisse bicipitale. Donc un os compact et un canal centrodiaphysaire avec de la moelle osseuse, comme nous l'avons vu en anatomie générale. Ici donc l'humérus. Nous avons ici une coupe d'orientation internationale, c'est-à-dire que nous avons la droite vers la gauche du tableau, nous avons l'avant ici vers le haut, et c'est donc une coupe qui est réalisée sur un sujet étendu, notamment en scanner ou en IRM, avec les pieds vers vous, en avant du tableau, la tête en arrière, vers l'arrière du tableau. Nous allons pouvoir placer également la plaque scapulaire. La scapula, contrairement un petit peu peut-être aux vues que nous avons faites jusqu'à présent, la scapula n'est pas dans un plan frontal. La scapula doit s'adapter à la forme du thorax, et la scapula est oblique vers l'avant et le dehors. Et nous allons voir ici cette plaque scapulaire. Nous sommes là sur l'humérus, nous sommes donc en dessous de l'articulation, et nous verrons cette plaque donc sous la surface glénoïdale. Voici ici la plaque scapulaire, qui est relativement fine. Suivant le niveau, on aurait de l'épine ou pas. Voilà la plaque scapulaire qui est oblique vers le dehors et vers l'avant. Scapula, que l'on sent bien sous la peau. Là aussi, bien sûr, pour les membres, il est fondamental d'aller palper les éléments. On sent particulièrement bien ici l'épine de la scapula, on sent le bord inférieur, on sent le bord latéral, et la clavicule, on la voit très bien. Donc ici, humérus, sillon intertuberculaire, scapula. Voilà d'un point de vue osseux. D'un point de vue musculaire, nous allons très sommairement rappeler qu'il existe des muscles intercostaux ici, muscles intercostaux avec 3 couches. Je les représente de façon monolithique ici, mais ce sont les 3 couches que vous connaissez, oblique externe, intercostal externe, intercostal moyen, intercostal interne ou intime, et qui correspondent d'un point de vue embryologique aux 3 couches musculaires qui existent au niveau de l'abdomen, oblique externe, oblique interne et transverse. Donc les 3 couches ici de muscles intercostaux qui viennent remplir l'espace intercostal. En profondeur, même si ce n'est pas tout à fait le sujet, mais au moins que de temps en temps on le fasse, il y a le fascia endothoracique qui tapisse toute la paroi et qui se poursuit avec le périoste interne des côtes et du sternum, voilà le fascia endothoracique. Puis, en périphérie, nous allons trouver le fascia exothoracique, ce qui fait qu'effectivement, quand on enlève tous les éléments, on ne voit pas les fibres musculaires directement, on est sur le fascia et on a un aspect nacré
de la cage thoracique et du thorax, constitué donc par les os, les muscles intercostaux et les fascias ici exothoraciques, qui donnent un aspect nacré. Nous allons trouver en arrière, dans la gouttière vertébrale ici, nous trouvons un fascia qui vient limiter une loge musculaire. Cette loge musculaire, c'est la loge des muscles spinaux, érecteurs spinal, c'est au singulier en nomenclature latine, musculus erector spinae. Alors on dit souvent les muscles spinaux, mais c'est le muscle spinal, composé de plein de petits chefs. Donc ici, érecteur spinal ou les spinaux, muscle érecteur spinal, qui est composé de plusieurs parties et que nous voyons ici dans la gouttière. Et c'est là, chez les animaux, ce qui correspond au carré d'agneau. C'est ici une demi-vertèbre et c'est ce petit morceau rond que l'on a tendance à apprécier. Sur la plaque scapulaire, si on prend la paroi postérieure, nous allons voir, on va là essayer en revanche de reprendre les mêmes couleurs, nous allons voir ici le muscle infraépineux qui vient s'insérer sur la région. Alors, suivant le niveau, on aura des muscles différents. Voici ici le muscle infraépineux. Ils sont tous obliques, donc bien entendu, on ne les coupe pas tous en même temps ou au même niveau. Muscle infraépineux, sous l'épine. Au-dessus de l'épine, ce serait le supraépineux. Le fascia. Puis nous allons trouver, plus bas, nous aurions le petit rond que nous pouvons placer ici. Petit rond. Puis, nous allons trouver le grand rond qui, lui, va s'orienter vers l'avant, puisqu'il va passer en avant de la diaphyse. Donc, ce grand rond, ici, nous allons le trouver se dirigeant vers l'avant, ici, pour se terminer sur le sillon intertuberculaire, comme nous l'avions dit. Voici ici le grand rond, avec toujours un fascia. Nous allons trouver également le muscle subscapulaire, que nous allons mettre de nouveau en violet, muscle subscapulaire qui s'insère sur la face antérieure de la scapula et qui va se diriger vers le tubercule mineur. Voici ici le muscle subscapulaire. Il s'insère sur toute la fosse subscapulaire, sauf sur le bord médial ici, et on va revoir pourquoi. Voici ici le muscle subscapulaire qui se dirige vers le dehors pour se terminer sur le tubercule mineur de l'humérus, muscle subscapulaire. La région va être maintenue par un muscle profond dont nous avons parlé, qui est le muscle rhomboïde. En fait, certains auteurs décrivent un petit rhomboïde et un grand rhomboïde, mais globalement, on peut considérer qu'il y a une masse unique. Ce rhomboïde part du bord médial de la scapula et va jusqu'au processus épineux. Et voici ici ce muscle rhomboïde qui est un fixateur de la plaque scapulaire, qui va également pouvoir faire de l'élévation et de l'adduction, muscle rhomboïde qu'on étudie avec les parois du tronc. Et en superficie, nous allons trouver en arrière le muscle trapèze qui vient s'insérer depuis la protubérance occipitale externe, nous l'avons vu, sur tous les processus épineux cervicaux et sur les processus épineux de T1 à T12. Et nous en voyons le bord latéral, c'est le bord inférolatéral, qui recouvre en partie la région scapulaire. Et nous avions vu qu'il y avait effectivement une petite fenêtre où l'on va voir entre le muscle trapèze et le muscle deltoïde, une petite fenêtre où nous allons voir les muscles plus profonds de la région scapulaire. Donc là, c'est le plus superficiel.
Plus bas, on va avoir également la région du grand dorsal qui viendra ici, son tendon, s'enrouler autour du grand rond, tendon du grand dorsal. Nous avons maintenant la paroi antérieure. La paroi antérieure qui va correspondre au muscle grand pectoral. Muscle grand pectoral qui va s'insérer sur le sternum, manubrium, et par des faisceaux profonds sur les côtes, c'est ce qu'on appelle les chefs sternocostaux. Nous allons trouver ici une nappe donc épaisse qui s'insère sur le sternum. Voici ce muscle grand pectoral qui va venir, on va tricher un tout petit peu peut-être ici, mais on ne va pas aller jusqu'au tendon, on le mettra juste en pointillé. Voici ici donc la nappe du grand pectoral, nappe musculaire épaisse du grand pectoral, avec des faisceaux qui s'insèrent sur les côtes et ici sur le sternum. Également un petit peu sur le fascia exothoracique. Voici le muscle grand pectoral. Le plus superficiel, c'est la région antérieure de la fosse axillaire, grand pectoral, qui est tapissé ici par son fascia, nous l'avons dit, qui est épais. Et ce grand pectoral viendra se jeter sur un tendon qui viendra se terminer, je le mets ici en pointillé parce qu'on n'est pas exactement sur le même niveau, mais qui vient se terminer sur la lèvre latérale du sillon intertuberculaire. Donc c'est ici le grand pectoral, avec son fascia épais, qui est important, donc on l'a dit, chirurgicalement. Voilà le fascia du grand pectoral, fascia antérieur, et le fascia postérieur, qui viendra fusionner avec le tissu fibreux du tendon. Plan superficiel de la région pectorale. Le plan profond va être formé par le petit pectoral, et plus latéralement, on ne l'a pas encore vu, par le muscle coracobrachial que nous étudierons avec la loge antérieure du bras. Le petit pectoral est ici cette nappe aplatie en arrière du grand pectoral, muscle petit pectoral. Et nous trouvons dans le même plan, s'insérant aussi sur le processus coracoïde, le muscle coracobrachial. Coracobrachial, nous reverrons cela, bien sûr, avec les muscles, et ici, le petit pectoral, avec les muscles du bras. Entre ces éléments, il existe du tissu fibreux qui forme le fascia. C'est le fascia clavipectoral, ici. Et ici, c'est la prolongation du fascia pectoro-axillaire qui vient être tendu autour du coracobrachial. Donc c'est la suite simplement maintenant sur une coupe horizontale de la région. L'ensemble va être recouvert latéralement par le muscle deltoïde qui vient former un cornet, c'est-à-dire que nous avons un faisceau antérieur claviculaire, nous allons avoir un faisceau qui sera un faisceau moyen acromial, et enfin un faisceau postérieur qui s'insère sur l'épine de la scapula et qui vient recouvrir en partie ici la région scapulaire avec simplement cette petite fenêtre entre les muscles que nous avions cités. C'est ici un muscle qui est épais et puissant, muscle abducteur de l'épaule avec les trois chefs, chef antérieur, claviculaire, chef moyen acromial, classiquement multipéné. Voici le muscle deltoïde. Muscle deltoïde qui donne son relief au moignon de l'épaule. Il est certain que chez des personnes dénutries, ce muscle devient très fin et vous voyez directement, quasiment, la tête humérale à ce niveau. Nous trouvons un fascia qui est relativement fin, fascia deltoïdien. Il existe sous le muscle deltoïde une bourse séreuse
qui va permettre le glissement du deltoïde contre l'humérus, et plus haut la tête de l'humérus et la capsule. Cette bourse est la bourse subdeltoïdienne, bourse séreuse subdeltoïdienne, qui ne communique pas avec l'articulation scapulo-humérale, contrairement à la bourse que nous avions vue pour le muscle subscapulaire. Ici, le muscle deltoïde. Donc, on peut représenter la bourse ici, séreuse, de glissement. Cette bourse ne communique pas avec l'articulation et quand elle est remplie en arthrographie, cela signifie qu'il y a une rupture de la coiffe des rotateurs. Bien entendu, il n'y a jamais autant d'espace entre les éléments et tout espace est rempli de toute façon par du tissu adipeux. Nous pouvons placer ici les contours cutanés. C'est le sillon deltopectoral. Voici la région pectorale, la région moyenne déprimée sur le sternum. Et ici, nous avons la région deltoïdienne. Et en arrière, nous aurons la prolongation avec la paroi postérieure du tronc, du dos, sillon médian et le côté opposé. Voici donc pour ces parois, et nous retrouvons donc là maintenant cette région de la fosse axillaire. On l'a dit, un sommet qui est réduit, c'est la pointe de la pyramide triangulaire. Nous trouvons une face antérieure, une paroi antérieure, région pectorale, grand pectoral, sous-clavier, petit pectoral, coracobrachial. Nous trouvons une paroi postérieure qui est la région scapulaire. Nous trouvons un bord latéral. Alors certains auteurs décrivent carrément une paroi latérale, mais c'est très limité. Cette paroi latérale, c'est plutôt un bord, c'est ce qui est représenté ici, et ça correspond donc au bord médial de l'humérus et au muscle coracobrachial. Si nous voulons compléter ici encore les éléments et être utile pour la suite, nous voyons que le sillon intertuberculaire ici est fermé par le ligament transverse de l'humérus. Ceci vient former un canal ostéofibreux, dont on reparlera bien sûr, et dans lequel vient cheminer ici le tendon du chef long du biceps avec une gaine synoviale dont nous reparlerons avec l'étude des muscles de la loge antérieure de l'avant-bras. Donc tendon du long biceps dans le sillon intertuberculaire et ici un canal ostéofibreux. Nous pourrions encore, pour compléter les éléments, évoquer bien sûr des éléments qui appartiennent à la loge postérieure du bras avec le chef long du triceps. Donc, paroi antérieure, ici un bord latéral humérus coracobrachial, paroi postérieure, et il nous reste à voir ici cette paroi médiale. La paroi médiale, c'est la cage thoracique. Quand vous levez le bras, vous arrivez dans la région de la fosse axillaire et vous pouvez, en partant du bas, compter les côtes depuis le 10e arc, projection au niveau de L2, côte, espace intercostal, vous pouvez remonter à peu près jusqu'au 3e, 4e, ensuite c'est plus difficile, ça fait un petit peu mal, on écrase des nerfs, mais la paroi médiale, surtout quand on dégage ici, paroi médiale de la fosse axillaire, c'est la cage thoracique. Nous allons trouver à ce niveau un muscle qu'il est un peu difficile de comprendre. On va essayer d'en dire quelques mots. C'est une nappe musculaire qui a 9 à 10 digitations, qui vient s'enrouler autour du thorax et se terminer de façon linéaire au bord médial de la scapula. Donc, ce muscle, par ses digitations, vient s'insérer au pourtour de la cage thoracique. C'est une nappe musculaire qui vient s'enrouler de l'avant vers l'arrière et qui vient se terminer au bord médial de la scapula. Voici ici cette nappe musculaire, c'est le muscle dentelé antérieur, en latin serratus anterior. Voici ce dentelé antérieur en coupe, donc nappe musculaire que voici. On va en redire peut-être quelques mots pour essayer de mieux le saisir. Si l'on fait une vue antérieure du thorax, très schématique, sur une vue antérieure ici du thorax, donc là aussi c'est vraiment des choses qui sont très schématiques, avec les bords, eh bien nous allons trouver les
digitations d'origine du dentelé antérieur qui viennent se faire à la partie antérolatérale, il y a 9 digitations en général, à la partie antérolatérale du thorax. Et le muscle vient s'enrouler de l'avant vers l'arrière. Vers le bas, ces digitations du dentelé antérieur viennent s'intriquer avec les digitations d'origine du muscle oblique externe. Et lorsque l'on regarde un individu sur le vivant, nous l'avions évoqué, c'est ce petit schéma que nous avions fait, où nous trouvons donc la clavicule, l'extrémité médiale, la fosse de la région de l'incisure jugulaire, ici les contours de la nuque et du cou, ici les contours deltoïdiens, contours du bras, ici les contours du thorax. Nous avons là le bord inférieur du grand pectoral, le mamelon, et nous pouvons placer ici le muscle grand pectoral. Voici le muscle grand pectoral, son bord inférieur, et vers le côté, nous aurons le deltoïde qui vient le recouvrir en partie. Nous avons ensuite, voici le grand pectoral, le deltoïde qui vient cacher sa terminaison profonde sur l'humérus, deltoïde que nous pouvons représenter ici, chef claviculaire, chef acromial. Voici ici le deltoïde, sillon deltopectoral, et ce muscle qui vient cacher la terminaison du grand pectoral qui part en dessous. Sillon deltopectoral entre les deux. Et nous avons vu qu'il y avait la gaine, c'est juste un petit rappel de ce que nous avons fait, nous avons vu qu'il y avait la gaine du muscle droit de l'abdomen, gaine du droit de l'abdomen sur laquelle vient s'insérer un petit chef du grand pectoral, c'est le chef abdominal qui est un chef vestigial et réduit, ici le chef abdominal du grand pectoral, et dans cette région en dessous, eh bien, nous voyons sous le bord inférieur du grand pectoral qui cache les éléments au-dessus, nous voyons apparaître eh bien, ces digitations, ce sont les digitations basses, 7e, 8e, 9e côte, les digitations du dentelé antérieur. Donc, on les voit chez des sujets qui sont relativement secs ou qui pratiquent du sport, sinon souvent on les voit mal. Voici ici les digitations du dentelé antérieur qui viennent s'intriquer avec les digitations d'origine du muscle oblique externe de l'abdomen. Donc, ceci est bien sûr étudié avec la région des parois de l'abdomen et des parois du tronc que vous avez vu par ailleurs. Donc, voici ce muscle. Nous pouvons encore en faire une petite représentation sur une vue qui serait une vue de profil. Et sur une vue de profil, donc c'est-à-dire on regarderait la paroi ici de façon latérale, eh bien, nous avons ici le thorax, la syphose thoracique, lordose lombaire, lordose cervicale. Ici, la paroi thoracique, la paroi abdominale. Et voici la partie inférieure du thorax, 12e côte, puis ici le 10e arc qui remonte vers le processus xyphoïde. Et nous allons voir ici ce muscle qui s'insère au pourtour du thorax par ses digitations jusqu'à la 9e et qui va venir remonter en s'enroulant autour du thorax pour se terminer sur le bord médial de la face antérieure de la scapula. Donc ici, la scapula et terminaison, nous allons voir comment dans un instant. Voici ce dentelé antérieur, autrefois on disait grand dentelé, sur une vue de profil. Où se termine ce dentelé antérieur? Il se termine, si on fait une petite vue antérieure de la scapula, il se termine sur la face, voici ici la scapula, il se termine sur la face antérieure, c'est-à-dire fosse subscapulaire, ici la cavité glénoïdale, ici le processus coracoïde, l'incisure
coracoïdienne ou scapulaire, le bord supérieur de la scapula, ici le bord latéral jusqu'à l'apex, ici le bord médial, c'est une vue antérieure de la scapula. Eh bien, l'insertion, la terminaison du dentelé antérieur, ici, se fait sur le bord, le long du bord médial de la scapula. Voilà la terminaison du dentelé antérieur. Tout le reste est occupé, alors le violet n'est peut-être pas, on va changer un tout petit peu le violet du subscapulaire ici, et ici, nous trouvons donc le reste de la surface, ici, c'est l'insertion du muscle subscapulaire. Donc voici ce muscle très particulier qui, finalement, que l'on voit assez mal en plus sur les sujets sur le vivant, et quelle va avoir sa fonction. Bon, déjà au point de vue innervation, c'est une branche du plexus brachial qu'on appelle le nerf thoracique long, et quand il se contracte, il vient plaquer le bord médial de la scapula contre le tronc. Alors il va être utile, notamment dans des mouvements d'antépulsion, où la scapula glisse vers l'avant, ou de rétropulsion, et lorsqu'il y a une paralysie du dentelé antérieur, la scapula vient se décoller, le bord médial de la scapula vient se décoller, et ça fait une bosse, c'est ce qu'on appelle la scapula alata en forme d'aile. Scapula alata, c'est une paralysie du nerf du dentelé antérieur ou du grand dentelé, scapula alata. Alors, ce muscle est innervé par un nerf qui est le nerf thoracique long, qui donnera des branches ici au muscle dentelé antérieur. Ce nerf thoracique long descend ici verticalement, à peu près à mi-largeur du thorax, et donne ses branches. Nerf thoracique long, et qui donne le nerf du dentelé antérieur. Quand est-ce qu'il peut être lésé? Eh bien, c'est quelque chose de très classique et d'identifier, notamment chez des militaires et des gens qui font de la randonnée. Alors, je n'ai pas pris l'accessoire qu'il faudrait, mais quand vous êtes en randonnée, vous portez un sac à dos, et ce sac à dos a des lanières ici qui viennent passer sur le côté et peuvent venir comprimer le nerf contre l'os, puisque c'est la paroi thoracique. Donc on a ici une compression, un petit peu comme ce qu'on avait vu avec la compression du nerf fibulaire commun au niveau du col de la fibula, compression par cette sangle qui est mal réglée. Donc ça n'arrive pas tout de suite, mais si vous faites une randonnée 6-7 heures avec un bon sac à dos de 30 kg, et que c'est un sac à dos rudimentaire, si vos bretelles ne sont pas matelassées, vous allez enlever votre sac à dos et vous allez avoir une paralysie du dentelé antérieur. On ne s'en rend pas compte tout de suite, on n'est pas très gêné dans les mouvements, et en général, c'est en se regardant dans la glace, quelques jours après, ou des camarades ou des proches qui disent « Mais qu'est-ce que tu as dans le dos? C'est bizarre » parce qu'on voit la scapula qui se détache et qui forme une sorte de petite aile, scapula alata. Donc c'est surtout presque une raison esthétique, mais il n'y a pas de raison non plus que ça ne récupère pas. Donc, compression nerveuse, on appelle ça le syndrome, en français, du Havre-Sac. Havre-Sac, c'est le sac à dos. Et en Alsace ou en Allemagne, on parle du syndrome du Rucksack. Rucksack, le sac à dos. Donc, c'est un classique, souvent sujet jeune, randonneurs, militaires qui font des marches opérationnelles. Comment est-ce que ça va récupérer? C'est comme pour les autres récupérations nerveuses, avec une dégénérescence wernérienne. Globalement, entre l'origine au niveau du plexus brachial, eh bien, nous avons jusqu'à la partie la plus basse environ 18 cm pour atteindre les dernière digitation du dentelé antérieur. La repousse est classiquement d'1 centimètre par mois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui récupérera en 18 mois, donc 1 an et demi où on est gêné. Alors petit à petit, on sent la réhabilitation sensitive, puis motrice. On peut éventuellement suivre ça par l'électromyographie, mais c'est essentiellement clinique. Donc c'est quelque chose qui arrive assez brutalement au décours d'une marche et qui va mettre 18 mois à récupérer. Et là, vous aurez de nouveau votre scapula qui sera collé. Il existe, suivant les gens, des différences
de position de la scapula. Elle peut être plus ou moins décollée, mais en général, c'est symétrique. Dans la paralysie, c'est asymétrique et très marqué, scapula alata, omoplate, ailée. Donc, cette paroi médiale de la fosse axillaire, c'est dentelé antérieur, le nerf du dentelé antérieur, et c'est le thorax, côte, espace intercostio, fascia exothoracique. Et on peut bien sûr le palper par la face inférieure. Cette face inférieure est effectivement purement cutanée et molle. Vous pouvez aller passer le doigt, palper la face postérieure du grand pectoral, ici la face antérieure de la région scapulaire, et vers le dedans, vous pouvez aller palper la paroi thoracique. Nous pouvons remarquer qu'il y a des espaces qui viennent se former de par la présence du dentelé antérieur. Il y a un espace ici entre le dentelé antérieur et la paroi thoracique. Cet espace est appelé l'espace intercérato-thoracique. Vous voyez que cet espace est ouvert vers l'arrière. D'autre part, on a un espace ici entre le dentelé antérieur et la région scapulaire. C'est l'espace intercérato-scapulaire qui, lui, est ouvert en avant. Espace intercérato-thoracique, espace intercérato-scapulaire, qui sont des espaces remplis d'un peu de tissu adipeux et de tissu cellulaire, et qui vont être des espaces de glissement. En effet, nous l'avons dit, dans les mouvements d'élévation ou d'antépulsion, de flexion du bras, la scapula vient bouger, il suffit de regarder sur soi ou de regarder quelqu'un de dos, et le fait que la scapula bouge, il faut qu'elle glisse, elle va glisser contre la paroi thoracique par ces espaces intercérato-thoraciques, intercérato-scapulaires. Et certains auteurs parlent même d'articulation, articulation cérato-thoracique, articulation cérato-scapulaire, tant c'est important fonctionnellement. Il y avait une pathologie classique qui était des gens qui faisaient des infections pulmonaires, par exemple des tuberculoses. L'abcès tuberculeux venait traverser l'espace intercostal et se répandait en exothoracique. Quand l'abcès récupérait, il fibrosait et vous aviez une fibrose de cet espace, ce qui vous bloque. Vous ne pouvez plus faire des mouvements de grande amplitude puisque la scapula ne bouge pas. Voilà donc pour cette première partie qui est les parois de cette fosse axillaire. Et nous allons maintenant voir le contenu.